senga nini unakuja kuvata banabatanga kape bazwa kaswe soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unakuja kuvata banabatanga kape bazwa kaswe soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouéa du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, bienvenue à notre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne. Rappelons que Peuple souverain est une émission du CEPAS, Centre d'études pour l'action sociale, un centre de pères jésuites de l'Afrique centrale. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, aujourd'hui il serait de bon ton de parler des élections. À 62 jours du scrutin, le pays semble ne pas être prêt à opérer l'alternance attendue. La classe politique joue au jeu politique effectivement. Elle regarde ce scrutin dans le double élan du désir et de répulsion. Les candidats présidents s'embarquent dans une démarche de négociation avec les dirigeants de la CENI, mais on sait à présent que ces négociations ont abouti à une impasse. Par contre, les candidats présidents dont les dossiers des candidatures ont été rejetés se sont lancés dans une campagne de transition dans laquelle ils espèrent se repositionner. Quant à la population elle-même, elle regarde, elle observe, elle écoute. Elle est préoccupée à survivre dans un contexte de rareté matérielle. Les élections, comme on peut le voir, sont loin d'être une fin. C'est plutôt un moyen d'assurer une alternance démocratique. C'est une façon de désigner des dirigeants capables de conduire ce peuple dans une vie, non pas dans un désert de pauvreté, mais plutôt vers une terre promise de vie décente, à défaut d'abondance et de richesse. Et donc, partant, la question fondamentale n'est pas le processus électoral en soi, mais les problèmes cruciaux auxquels la population congolaise est confrontée. Il s'agit de la sécurité, du travail, de la pauvreté, de l'éducation et de bien d'autres questions importantes. Nous allons évoquer toutes ces questions avec notre invité que nous avons l'insigne honneur de recevoir dans notre studio du CEPAS, M. Seth Kikouni, entrepreneur, leader du mouvement UFM, en sigle Unis, nous ferons mieux. Nous lui laisserons la liberté de se présenter à tous nos auditeurs lui-même. Monsieur Seth, qui êtes-vous et qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir de votre identité? Bonjour et merci de me recevoir. Je suis Seth Kikouni, candidat président de la République depuis le 28 juillet 2018. Et je suis aussi entrepreneur, donc homme d'affaires, propriétaire du groupe KMS Investment, qui est une entreprise multisectorielle. Nous sommes dans le textile, nous sommes dans la construction et nous avons des parts ici en République démocratique du Congo et ailleurs dans d'autres entreprises. Et avant de me lancer en entrepreneuriat, j'étais chercheur à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Avant l'université de Pretoria, j'étais chercheur à l'université Galatasaray en Turquie. C'est là que j'ai fait ma maîtrise et j'ai commencé mon doctorat, que je n'ai pas fini. Et depuis 2014, je suis dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. À vous entendre, M. Seth, vous avez plusieurs casquettes, dont les plus importantes que je retiens ce matin. Vous êtes dans les affaires, mais vous êtes aussi un homme des sciences, un chercheur. Parlons des affaires, M. Seth. La question qui nous intéresse ce matin, c'est celle de la situation économique du Congolais. Je voudrais parler de sa condition de pauvreté. La pauvreté, comme vous le savez, étrangle beaucoup de foyers et de familles dans notre pays, et spécialement ici, la ville de Kinshasa où nous vivons. Le chômage vole toute dignité aux Congolais, les transformant pratiquement en mendiants accrochés à la charité internationale, et ou au moins, pour ceux qui prient beaucoup, des plaignards simplement qui sont dans des églises à demander que le Seigneur puisse intervenir. Monsieur Seth, comme vous l'avez si bien dit, vous êtes entrepreneur, investisseur. Quelle est votre approche de ces fléaux sociaux qui gangrènent tant des couches de la population et réduit pratiquement les Congolais, permettez-moi l'expression, à l'état pratiquement végétatif? Je ne vous demande pas ce que le gouvernement doit faire ou ce que l'État peut faire,
Mais vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez peut-être une vision sur le Congo. En tant que leader politique, vous avez aussi une approche pour apprécier la capacité d'engagement de la population. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux Congolais pour qu'ensemble, on puisse sortir de cette situation désastreuse de chômage, de pauvreté et de manque de travail? Oui, c'est vrai que nos problèmes économiques sont réels et quand je suis rentré en République démocratique du Congo, j'ai été beaucoup critiqué parce que j'avais laissé la chaire universitaire pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais vu des opportunités là où beaucoup n'arrivaient pas à voir les opportunités. C'est vrai, nous vivons entre deux extrêmes. Il y a la pauvreté, mais il y a aussi les opportunités parce que le Congo, c'est un grand chantier. Et partout où il y a un vide économique, il y a aussi possibilité de créer de la richesse. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Vous avez besoin de bien analyser le marché et d'entrer dans les détails. Et il y a beaucoup aussi qui se sont lancés comme en entrepreneuriat, mais qui n'ont pas réussi à créer de la richesse comme moi. Mais il y a les opportunités. Il y a les opportunités, certes, mais beaucoup de choses ne dépendent pas vraiment des entrepreneurs. Déjà, vous avez dit que voilà, on ne doit pas dire ce que le gouvernement doit faire, mais le gouvernement a un rôle à jouer dans tout cela, parce que le gouvernement doit créer justement cet espace-là qui permet maintenant aux jeunes de commencer à créer cette richesse-là. Il y a trop de contraintes déjà administratives et puis institutionnelles qui empêchent aux jeunes normaux de se créer de la richesse. Il y a aussi le poids culturel qui est très important. Depuis que nous sommes enfants, on nous a enseigné à finir les études, mettre une cravate et puis travailler pour quelqu'un. Donc c'est très difficile. Lorsque vous parlez d'entrepreneuriat aujourd'hui, même quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, au fait, la première des choses que les jeunes m'ont dit, c'était « Mais toi, vendeur de chaussures », je me suis présenté comme, je n'ai pas présenté ce côté-là chercheur, universitaire, parce que nous avons beaucoup d'universitaires, mais le pays, c'est qu'il est. J'ai plutôt présenté ce côté-là entrepreneur, quelqu'un qui est parti de zéro, qui vendait des chaussures, qui vendait ceci pour devenir celui qu'il est. Alors, toutes les critiques tournaient autour de ça. Le Congolais était convaincu que voilà, un entrepreneur, un vendeur de chaussures, comme il disait, ne peut pas faire la politique, ne peut pas diriger un État. Pourtant, l'économie, quand on parle d'un pays, quand on parle de la politique, l'économie est la chose la plus importante pratiquement. Vous avez besoin d'une bonne économie pour développer un État. Et ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par les entreprises qui sont créées par les hommes d'affaires. Les politiciens ne sont là que pour prendre les décisions qu'il faut pour ouvrir l'espace aux entrepreneurs. Et c'est par là que je voulais vous prendre. Je comprends très bien. Les politiciens prennent des décisions qui permettent de créer un espace favorable à l'économie. L'État a un rôle à jouer là-dedans. L'entrepreneuriat peut se présenter comme un espace où il y a des possibilités, même là où il y a une certaine crise. Mais revenons un peu vraiment à la base, tout simplement. Supposons que vraiment une masse de ceux qui nous viennent vous trouver pour demander conseil chez vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et on sait ce qu'on attend du gouvernement, on sait ce qu'on peut attendre des autres, mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de la situation? Partant de votre expérience comme entrepreneur, maintenant comme homme politique, quelle serait la parole que vous leur adresserez pour qu'il y ait ce décollage économique de leur part, leurs efforts à faire quelque part? Il faut d'abord savoir ce que vous voulez, c'est très important, parce que lorsque vous savez ce que vous voulez, vous allez concentrer toute votre énergie sur ce que vous voulez, ou la concentrer sur ce que vous ne voulez pas. Il ne faut pas opter pour l'entrepreneuriat parce que vous n'avez pas de choix. Il faut vraiment se décider, dire que voilà, moi mon objectif c'est créer de la richesse et me faire de l'argent et décider de vous lancer. C'est très important. C'est en ce moment-là que vous allez commencer à voir les opportunités. Cette capacité-là d'observer est très importante. Je donne toujours cet exemple. Quand je me suis lancé, j'avais ma première boutique et un mois après, parce que lorsque vous ouvrez un business, vous avez 6 mois pour voir si ça va marcher ou pas. Donc il fallait fonctionner avec mes frais propres jusqu'à ce que je commence à faire le bénéfice. Chaque jour, devant ma boutique, il y avait un garçon qui vendait des pommes. Il passait juste devant moi, il me donnait 3 pommes, il déposait des pommes à plusieurs personnes. Moi, j'observais ces garçons-là. Pendant un mois, je l'ai observé. Il avait un carton de plus de 60 pommes. Et quand il passait, quand il me déposait ces 3 pommes, à son retour, son carton était toujours vide. Il était sale, les vendeurs ambulants que vous connaissez. Alors tout le monde
voyais ce vendeur ambulant-là. Moi, je voyais ce qu'il faisait au fait. Après un mois, j'ai approché le garçon, je lui ai dit, explique-moi un peu ton business. Il m'a expliqué les détails de son business et je lui ai demandé de travailler pour moi. Il a accepté. Il a commencé à travailler pour moi et à la fin, il a pu réunir 10 de ses amis qui vendaient des pommes pour moi. Et croyez-moi, chaque mois, ils arrivaient à me réunir $6,000 de bénéfices. C'était des vendeurs ambulants qui vendaient des pommes. Mais moi, j'étais capable justement de voir l'opportunité qu'il y avait dans ce qu'il faisait parce que je l'observais. Donc l'observation est très importante dans le business. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut prendre son temps pour observer certaines habitudes, comment est-ce que les clients se comportent. Donc si vous avez déjà cette capacité-là, ça peut vous aider à commencer avec un petit rien évoluer. Et pour votre information, avec ces garçons-là, on avait commencé avec un budget de 52 000 francs congolais. Fantastique, fantastique. Voilà, bien chers auditeurs et bien chères auditrices, le conseil qu'il nous a donné, c'est apprendre à observer. Lorsqu'il y a des obstacles, ne les prenez pas pour des difficultés, mais plutôt pour des opportunités. Lorsqu'il y a une crise, ne prenez pas ça pour une situation de mal et mort, mais plutôt une aubaine pour pouvoir entreprendre quelque chose. Mais monsieur, c'est la dernière question sur cette problématique. Supposons que, évidemment, la campagne n'a pas encore commencé, mais supposons que vous gagnez ces élections, vous devenez président. En matière de travail, quelle serait votre première priorité pour remettre les Congolais au travail? Dans notre projet de société que nous avons intitulé Plan d'urgence pour la République, nous avons dit que notre priorité de priorité, c'est lutter contre le chômage. Comment? Nous avons élaboré un budget. Déjà, si nous sommes élus, nous allons d'abord évaluer les cadres macroéconomiques pour mettre sur pied un budget raisonnable, réaliste. Et nous avons pensé à 12 milliards de dollars, ce qui est possible pour la première année. Et nous avons décidé d'investir 5 milliards de dollars, soit 41,6% de cet argent dans l'entrepreneuriat. Nous avons ciblé 99 secteurs clés de notre économie, que nous avons subdivisé en 4 grands secteurs. Donc on a l'industrie manufacturière, on a l'agriculture et puis on a d'autres secteurs. Et si nous investissons cet argent-là dans l'entrepreneuriat, il y aura une très grande différence parce que nous allons aussi en même temps créer 2 agences. Une agence liée à la primature et une autre liée à la présidence pour s'occuper seulement de l'entrepreneuriat. Donc si moi je suis élu président de la République, l'entrepreneuriat sera une affaire personnelle parce que c'est ce qui crée la richesse dans un pays. Et nous avons beaucoup de voisins, c'est de l'opportunité. Je vous donne un exemple. En d'autres termes, vous allez transformer les Congolais en entrepreneurs? Oui, tous ces chômeurs-là que nous avons, nous allons faire un effort pour mais tout le monde n'a pas des capacités managériales pour être non, mais justement, ces agences-là seront des incubateurs. Nous allons former certains. Il y a aussi des entreprises qui font presque faillite parce qu'ils n'ont pas le capital qu'il faut. Nous allons aussi évaluer ces entreprises-là pour voir comment est-ce que nous pouvons les financer pour un début. C'est très important. Selon les secteurs de l'agriculture, je vous donne un exemple. J'étais en Afrique du Sud quand j'étais encore étudiant. Il y avait une année, j'ai oublié exactement l'année, l'Afrique du Sud avait manqué le maïs. C'est le produit le plus consommé en Afrique du Sud. Alors, pour s'approprier de ce maïs, ils ont commencé à l'importer du Brésil. Le Brésil, c'est quand même loin par rapport à l'Afrique du Sud. La distance entre Cape Town et Johannesburg, je crois, c'est de 1500 et quelques kilomètres. La distance entre le Haut-Katanga et Johannesburg, c'est aussi 1500 kilomètres. Cela veut dire que si on avait ce maïs-là, on pouvait fournir cela au marché sud-africain, nous faire beaucoup d'argent, mais on ne l'avait pas. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, si on arrive à produire, nous avons même dans notre projet de société une République démocratique du Congo qui produit et grandit en produisant. Si on arrive à produire et à trouver un marché extérieur, il y aura une très grande différence et ça va bouger les choses. En d'autres termes encore, vous comptez gérer ces pays comme on peut gérer une entreprise? Exactement. Parce que pour moi, la République démocratique du Congo, c'est juste une super méga entreprise. Il n'y a pas de différence. Voilà, bien chers auditeurs, la RDC n'est pas un pays en ruine, mais c'est plutôt une entreprise qui a besoin, les leaders visionnaires et capables de lui insuffler cette capacité de rebondir et de devenir vraiment une richesse économique. Mais je sais, passons à la deuxième question, c'est en rapport avec la sécurité. Comme je l'ai dit au début, un des problèmes que nous avons dans ces pays, c'est la sécurité. C'est une priorité non seulement pour l'Est du pays, mais dans tous les pays. À tel enseigne que vivre au Congo, c'est pratiquement se mettre de façon permanente dans une position d'insécurité, de précarité, au caprice du destin. Regardez comment des vies sont fauchées par des rebelles à l'est du pays, des Quinois ici sont enlevés dans
en plein transport dans des cages, comme on dit. Des réfugiés congolais sont maltraités en Angola, c'est un problème diplomatique et international, refoulés à Brazzaville. Bref, on peut continuer à brosser les tableaux de la situation du Congolais qui regarde sa vie être simplement rapiécée par toutes sortes de situations malheureuses. Pourquoi? Parce qu'un État en faillite est incapable de protéger sa population. Et donc, lorsqu'on évoque la sécurité, il n'y a pas seulement cette question militaire, mais aussi, comme on le dit, sécurité alimentaire. On mange presque pas. Et comme on l'a dit, le rapport de l'ONU a présenté pratiquement 7 millions d'enfants congolais sont frappés de malnutrition sévère. On peut multiplier à l'infini des séries d'insécurité. Insécurité juridique parce que nous sommes dans un pays où la loi est soumise à l'arbitraire d'une oligarchie, n'est-ce pas, frappée d'impunité si vous voulez. Bref, c'est un problème. Quelle est votre approche pour que, vraiment une fois, même pas au pouvoir, mais en tant que leader, pour amener les Congolais à vivre dans un environnement social, un espace vital où il y a un peu plus de sécurité pour eux? Je suis d'avis qu'à ce niveau, c'est vrai que l'État est en faillite pour l'instant, mais à ce niveau, pour sortir de cette crise, nous devons choisir nos combats. On ne peut pas tout faire au même moment. C'est vrai que les gens s'attendent à ce qu'il y ait un super homme avec une baguette magique qui dise que voilà, je vais changer ça. Non, ça ne se passera pas comme ça. On doit choisir nos combats. Et quels sont les combats prioritaires? Je m'inspire toujours de la logique marxiste de Karl Marx qui a démontré qu'il existe un lien intrinsèque entre infrastructure et superstructure. Aujourd'hui, quand on dit infrastructure, on ne parle pas forcément des routes et tout. Infrastructure, c'est la base, au fait. C'est l'économie. Et c'est le changement de l'infrastructure qui change la superstructure, et pas le contraire. Quand l'infrastructure change, la superstructure change, et avec le temps, la superstructure, maintenant, façonne l'infrastructure avec le temps. Bon, je n'aimerais pas être très technique dans ce sens-là. Ce que j'essaie de dire est que les conditions matérielles déterminent notre façon de penser. Donc, si vous demandez à quelqu'un qui a très faim quelle est la meilleure chose au monde, il vous dira c'est la nourriture. S'il a très froid, il vous dira c'est la chaleur. Donc, même au niveau national, la population aussi fonctionne de cette façon-là. Donc, certains problèmes tels que la sécurité dépendent aussi de nos conditions économiques. Donc, si on doit faire une liste de priorités, on doit d'abord essayer de résoudre tous ces problèmes-là liés aux conditions matérielles du Congolais. Prenons l'exemple de jeunes Koulouna, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Ils sont dans le chômage, ils n'ont pas de travail. Lorsque vous allez à l'est du pays, tous ces jeunes-là qui prennent les armes, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que l'arme lui permet d'aller prendre le pain sans payer quoi que ce soit. Pourtant, s'il travaillait, si la famille était ce qu'elle est avant, si le papa était toujours ce papa-là pourvoyeur, ou la maman pouvait toujours pourvoir pour ses enfants, on n'aurait pas ces problèmes-là. Donc, on doit faire une liste de priorités, savoir comment avancer. On ne pourra pas tout faire au même moment. Et moi, je suis d'avis qu'on doit d'abord se concentrer sur ces conditions matérielles. Et donc, en d'autres termes, la question de la sécurité est complexe. Et pour la résoudre, il faudra que nous puissions choisir nos propres combats. Et pour vous, les choix que vous faites, c'est peut-être en donnant du travail à la population. On va essayer de réduire autant que possible cette situation-là. Oui. Mais qu'en est-il des rébellions qui sont soutenues par d'autres pays étrangers? Lorsque vous allez à l'Est, il y a au moins 120 groupes rebelles. Et les armes qu'ils achètent ne viennent pas du Congo, ça vient d'ailleurs. Et on a connu aussi des armées proxy, Rwanda, Ouganda et tant d'autres pays. Et aussi les multinationales qui sont là avec toutes ces, toutes ces complexes situations-là. Comment vous, en tant que leader politique, pouvez résoudre cette question-là? Ou bien proposer une approche pour que le Congo sorte des griffes vraiment de toutes ces prédateurs? Oui, dans notre projet, nous avons proposé deux choses. Le premier, c'est voir dans quelle mesure il y a ce qu'on appelle le FEC. C'est un projet pour la réforme de l'armée. Donc FEC, c'est formation, entraînement et casernement. C'est vrai qu'on n'a pas accès à tous ces documents-là parce que c'est classé secret de défense. Mais si on a la chance d'avoir d'abord ces documents-là, on pourra d'abord l'évaluer. Où en sont-ils? Parce qu'il y a plusieurs problèmes liés à ces réformes-là. Mais je suis d'avis qu'on doit d'abord faire un effort pour déplacer l'état-major vers l'Est. C'est très important. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que un pays en guerre à l'Est pendant des années aurait son état-major. Ici, on voit comment est-ce que quel serait l'avantage de mettre à l'Est? Il faut renforcer la présence parce qu'il n'y a pas que les étrangers qui pillent. Il y a aussi les quelques généraux et puis colonels ou majors qui organisent ces trafics-là. Et donc la présence de l'état-major va dissuader? Oui, parce que s'ils sont tous là-bas, ça va quand même faciliter un certain contrôle, frein, balance et frein entre eux.
Et puis notre armée est aussi corrompue que notre administration publique. Alors nous avons pensé mettre sur pied le service militaire obligatoire pour le jeune. Je préfère encore qu'on puisse avoir une armée. En quoi est-ce que ça réduirait la corruption dans l'armée? C'est comme nous allons jeter de l'eau propre dans un verre qui a l'eau sale, et petit à petit, cette eau-là du verre va devenir propre. Donc nous allons réduire l'armée que nous avons en une armée des officiers, peut-être à 30 000, 35 000. Et les militaires que nous aurons maintenant seront ces jeunes-là, peut-être 250 000 qui seront formés chaque année, et puis ils vont entrer dans la vie civile, mais ce sont des réservistes qui peuvent toujours nous permettre de faire face aux problèmes que nous avons, parce que notre armée est vraiment corrompue. Et donc, c'est un problème réel. Ça, c'est ma proposition à moi. Il y a un adage qui dit que ce ne sont pas les troupes, mais plutôt la tête des troupes qui pose problème dans toute situation. Est-ce que c'est le cas pour notre armée ou bien c'est tout le monde qui est corrompu dedans? Écoutez, lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons réalisé que beaucoup de gens qui nous dirigent, des députés, des ministres, ils entretiennent en même temps des milices à l'Est. Donc c'est leur garantie. Si vous décidez de toucher à leur poste directement, vous allez entendre quelque chose à Béni, ailleurs. Donc il y a des gens qui dirigent... Et donc c'est pas la faute des troupes, mais plutôt de leur leader, seigneur de guerre. Voilà. Donc tout le monde vise son intérêt particulier. Donc le problème est complexe, mais on doit commencer par quelque part. Raison pour laquelle je préconise d'abord le déplacement de l'état-major, parce que là vous serez en mesure de les contrôler tous. Mais monsieur Seth, même si vous déplacez l'état-major, mais là, dans l'armée, il y a l'unité des commandements, et nous avons des régions militaires dans lesquelles l'État est représenté quand même. Est-ce que vous ne tenez pas compte de ces facteurs-là, que s'il y a une présence de l'État avec toute la force qu'il peut avoir, régalienne, ça peut résoudre la question plutôt que de déplacer simplement l'état-major avec l'espoir que la présence de l'état-major dissuaderait davantage, alors que... Mais même jusque-là, pour l'instant, le plus grand nombre de nos troupes se trouve à l'Est. Le problème est que les officiers qui dirigent ces troupes-là, ils ont transformé l'Est du pays en champ là où ils font leur propre business, du coltan, de l'or et tout ce que vous savez. C'est ça le problème. Donc il faut qu'ils soient tous là pour que ces contrôles-là puissent être facilités. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique. S'ils sont seuls, ils font des abus. Mais s'ils sont tous là-bas, il y aura quand même un certain contrôle qui va commencer à leur propre niveau, avant d'imaginer d'autres mécanismes de contrôle. J'imagine que la corruption peut prendre de l'ampleur lorsqu'il n'y a pas de mesures qui sont appliquées pour l'arrêter. Je donne un cas précis. Je suis à la radio, je comprends, mais en tout cas c'est un fait avéré. Il y a eu un enregistrement de téléphone qui a été écouté. C'était un général à l'Est qui avait été attrapé avec ses rebelles. L'autorité qui devait agir avait tout simplement relâché le monsieur qui est rentré dans son coin avec ce rebelle. Ça s'appelle l'impunité. Et alors, même si vous déplacez l'état-major de ces coins-là, mais si l'impunité continue, je crois qu'ils vont continuer leur commerce. Mais par contre, si vous faites appliquer la loi, peut-être que la situation pourrait être différente. Non, nous avons aussi pris des mesures importantes par rapport à l'armée, par exemple. Moi, personnellement, je sais que ça, c'est un sujet aussi à débattre, mais dans notre projet de société, nous avons dit clairement que nous allons faire appliquer la peine de mort pour les criminels de guerre, par exemple. La peine de mort. La peine de mort, je ne suis pas contre cela, c'est dans notre projet de société. C'est important parce que avec la peine de mort, oui, d'ailleurs, ça n'a pas été aboli, ça existe seulement, nous ne la mettons pas en pratique. Non, je m'étonne tout simplement parce que nous sommes en train d'avancer vers une civilisation où il y aurait d'autres moyens de dissuasion plutôt que de tuer l'être humain. Quels peuvent être ces moyens-là de dissuasion? Parce qu'il faut faire de très jolies prisons avec l'argent du contribuable. Excellente question, monsieur. On n'a pas encore ces moyens-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on nourrirait très très bien quelqu'un qui tue 10, 20, 30 Congolais avec l'argent qu'on n'a pas encore. Donc s'il le fait, à mon avis, il mérite la peine de mort. On doit d'abord commencer par là. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut l'abolir. Mais pour l'instant, je crois que nous en avons besoin. Voilà, passons à la question suivante. Peut-être que ça peut nous aider à clarifier cette situation. Nous voulons parler de l'éducation, parce que nous pensons que ceux qui devront être tués sont les résultats peut-être d'une éducation ou des circonstances qui ont fait qu'ils aboutissent à cela. L'éducation, M. Seth, dans notre pays est un problème. Et lorsqu'on regarde notre population, au moins 65% de la population est jeune. Et c'est une jeunesse en dessous de 25 ans. Et lorsqu'on regarde très bien, tous y rêvent d'un avenir meilleur dans un pays dont l'hymne national dit qu'un pays plus beau qu'avant. Et malheureusement, cette catégorie de la population s'accroît
à un rythme proportionnellement inverse aux moyens à allouer pour offrir à cette jeunesse une éducation meilleure et un avenir plus rassurant. Et tout le monde se plaint en même temps de la qualité de l'enseignement, et pourtant il y a eu des états généraux de l'éducation ici, réforme de la loi comme sur l'enseignement. Bref, tout le monde est vraiment dans le combat, mais on ne voit pas vraiment les résultats. La preuve, c'est que le 15 octobre, ce lundi, devait être la rentrée académique. Mais la plupart des universités ainsi supérieures ici, lorsqu'on regarde bien, ce n'est pas le cas. Et donc c'est un problème. Vous, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur aussi, qui comprenez la valeur de l'éducation, quelle serait votre approche pour résoudre la question qui est quand même préoccupante, puisque, qu'on le veuille ou pas, l'avenir de cette jeunesse, n'est-ce pas, c'est l'avenir de ces pays. Et si ce n'est pas bien éduqué, le pays aussi va sombrer, aller à volo quelque part. Mais déjà, quand on parle de l'éducation, on doit faire la part de choses. Ça, c'est notre approche. Nous avons l'éducation classique. Si vous lisez les projets des sociétés de la plupart des candidats, déjà, ils parlent de l'éducation de base, gratuite et tout. Mais nous ne voyons pas les choses sous cet angle-là. Parce que l'éducation coûte cher. Vous avez besoin de beaucoup d'argent pour éduquer tout le monde. Et nous n'avons pas encore ces moyens-là. C'est que nous voulons faire, mon approche en tant que leader... Est-ce que le Congolais manque des moyens, le Congo manque des moyens pour une éducation de qualité à sa jeunesse? Oui, justement, il faut d'abord être en mesure de réunir cet argent-là. Vous connaissez notre budget, cette année c'est à peine 6 milliards de dollars. Et avec 6 milliards Dans de votre dollars, plan, quel pourcentage vous remettez? C'est 12 milliards de dollars, mais nous n'avons pas commencé avec l'éducation classique gratuite pour tous. Nous allons d'abord investir dans les écoles techniques. Là aussi, il faut faire la part de choses. Le développement, c'est le fils aîné de la formation technique. Nous avons déjà beaucoup de chômeurs, beaucoup de jeunes qui sont dans la rue. Il faut d'abord les transformer en main-d'œuvre. Qu'entendez-vous par développement technique? Les écoles techniques, donc nous allons former ces jeunes-là qui vont travailler dans les entreprises et industries que nous allons créer. Donc il faut les transformer en main-d'œuvre, tous ces jeunes-là. C'est ce que nous appelons des écoles techniques. Nous comptons rendre d'abord les écoles techniques gratuites. Genre INPP, nous avons déjà l'INPP, mais ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Donc nous voulons investir beaucoup d'argent dans la formation technique, puisque nous allons aussi investir beaucoup d'argent en entrepreneuriat. Nous aurons besoin de la main-d'œuvre qualifiée, c'est très important. Et si nous arrivons à le faire, déjà nous serons en train de créer la richesse qu'il faut. Et l'éducation classique dont nous parlons exactement, c'est la fille aînée du développement. Vous avez besoin de beaucoup d'argent pour investir dans l'éducation classique. C'est là le schéma que nous voulons suivre. Formation technique d'abord, école technique d'abord. On se développe, on crée de la richesse et puis on investit cet argent dans l'éducation classique. Donc c'est un projet pour moi, à long terme, investir dans l'éducation qui fait partie de nos politiques sociales. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, rappelons que nous sommes en train de suivre notre émission Peuple Souverain et nous avons l'insigne honneur de recevoir dans notre studio M. Seth Kikouni, candidat aux élections présidentielles. Il nous partage sa vision d'un Congo puissant au cœur de l'Afrique, ses intuitions sur les réformes aussi bien dans l'armée, dans l'éducation que dans le domaine de l'économie. En ce qui concerne l'éducation, il insiste davantage sur une formation technique plutôt que cette formation classique qui débouche à produire au jour le jour des spécialistes de latin et de la philosophie comme nous-mêmes. Il estime qu'il faut une formation technique pour engager les pays dans le développement, la révolution technologique appropriée. Monsieur Seth, effectivement, je voulais lier cette situation à la précarité de notre condition congolaise ici. De quoi est-ce que je vais parler? On parle du scandale géologique que nous sommes, mais en même temps c'est un paradoxe, parce que c'est un pays potentiellement riche, habité par une population extrêmement pauvre. Et lorsqu'on regarde la question pour trouver les causes, il y a plusieurs causes, parmi lesquelles peut-être mismanagement, mauvaise gouvernance dans les ressources minières que nous avons. Certains pays qui savent bien les exploiter, on peut investir dans des infrastructures qui permettent à la population de bien vivre. Mais chez nous, au Congo, c'est plutôt vraiment une catastrophe, de la gabegie financière à en perdre le cœur quelque part. Quelle est votre approche face à cette question de code minier, multinationales qui font pression sur le gouvernement congolais, un gouvernement qui est devenu pratiquement un entremetteur entre les petits creuseurs qui ne gagnent absolument rien et les multinationales qui prennent pratiquement la part du lion dans tout cela. Et au regard d'une population complètement hébétée, à qui on enseigne à l'école qu'ils ont le diamant, le coltan, toutes sortes de minéraux, mais qui dans la réalité courante savent qu'ils n'ont pratiquement rien quelque part. Et en même temps, vous savez que
Le Congo n'appartient pas toujours aux Congolais, c'était une entreprise de Léopold II à l'époque, des Belges ensuite, des Mobutu, et maintenant des Rwandais, des Ougandais et toute personne qui peut y entrer et faire sa fortune, tout comme les Chinois qui y sont aussi. Oui, c'est vrai. Quand je parle à mon équipe, quand on discute, qu'on avait essayé d'élaborer notre politique minière, la première des choses que j'avais dit aux jeunes qui étaient là, c'est que moi je considère les mines, les ressources naturelles comme une économie du 19e siècle. C'est un discours qui endort pratiquement toute la population. Nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches, et chaque jour nous vivons dans la pauvreté. C'est vrai que ce sont nos ressources, et elles ne seront toujours pas là éternellement. Raison pour laquelle moi j'ai proposé de désengager d'abord l'État de presque tous les secteurs économiques. Déjà, l'État a démontré qu'il était très mauvais gestionnaire. Il suffit d'aller dans toutes ces entreprises-là, même dans le secteur de mines, pour voir que les gens là-bas sont impayés depuis 2014-2015. En d'autres termes, vous voulez privatiser comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan l'ont fait. Je suis pour la privatisation. C'est un libéralisme dangereux pour le point social de la population. Maintenant, notre priorité pour l'instant, c'est récolter assez de recettes fiscales. Imaginez que dans notre pays, nous n'avons que 177 000 contribuables. Donc le budget national, les 5 milliards, 6 milliards que l'État récolte chaque année vient de 177 000 personnes. Cela veut dire que notre économie se trouve pratiquement dans l'informel. L'État doit d'abord se battre pour essayer de canaliser tout l'argent produit ici en République démocratique du Congo vers le Trésor public. C'est ça la priorité, que doit être la priorité de l'État, pour l'instant, au moins pour les 5 années à venir. Et puis, on verra comment est-ce que l'État peut devenir actionnaire dans certaines entreprises. Parce que, à quoi servent les entreprises publiques? Enrichir les ministres, les politiciens, ça ne profite pas au peuple. Donc... Mais si vous donnez ça au privé, eux aussi vont s'enrichir, puisque Avinmil et puis toutes ces entreprises, c'est des privés. Non, il y aura un mécanisme de contrôle bien spécifique. Déjà, nous comptons numériser tous les systèmes. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans la zérisation où Mobutu pensait qu'en donnant cela aux Congolais, c'était un moyen de créer une classe moyenne qui allait être à l'avantage de la population aussi? Non, nous voulons numériser le système. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de numérisation du système. La technologie change tout. Numériser le système, c'est faciliter aussi le contrôle par les citoyens en temps réel du trésor public. Donc, tous les contribuables seront enregistrés dans une base de données. On pourra voir combien est-ce qu'ils payent à l'État. Déjà commencer par là, ce sera faire un pas énorme vers l'avenir. Donc si on arrive à récolter assez d'argent, on saura comment redistribuer cet argent-là. Donc moi je suis pour le fait que c'est vrai que nous avons des ressources naturelles. Moi je ne suis pas très contre le nouveau code minier parce que ça permet à l'État d'avoir beaucoup plus d'argent. J'ai vu la différence. Cette année, je crois, on s'attend à plus de 2 milliards de dollars de ces secteurs-là. C'est une bonne chose. On peut faire mieux, bien sûr. Et puis, il y a maintenant urgence de recenser tous ces miniers artisanaux. Ils sont nombreux, ils sont plus nombreux que ces entreprises-là. Tout ça, c'est bien beau, monsieur. Ce que je voudrais voir, c'est comment va s'opérer la redistribution pour que ça tombe au moins dans l'assiette du Congolais moyen. Écoutez, nous, on va commencer d'abord par prendre ces taxes-là et puis essayer de réinvestir dans l'entrepreneuriat, ces secteurs-là qui peuvent permettre aux Congolais de ne plus dépendre des ressources minières, de créer la richesse. Le 21e siècle, c'est le siècle de la création des richesses. À partir de quoi? À partir de tout, même du numérique. On voit comment est-ce que le propriétaire de Facebook s'est réveillé et puis il a 35 milliards de dollars. On voit comment Bezos, le fondateur d'Amazon, est devenu l'homme le plus riche du monde avec plus de 100 milliards de dollars. C'est un commissionnaire en réalité. C'est ce que nous appelons commissionnaire chez nous. Il n'avait pas de marchandises, il n'avait rien. Tout ce qu'il fait, c'est prendre de A et puis vendre chez C. C'est tout ce qu'il fait. Donc il y a plusieurs mécanismes, moyens de créer la richesse aujourd'hui. Et l'État doit être le coach, au fait. Il doit ouvrir l'espace pour que les gens puissent avoir ces opportunités-là. Les ressources naturelles, oui, mais je ne compte pas baser mon discours sur nos ressources naturelles. Nous allons seulement créer des mécanismes de contrôle pour que rien n'échappe à l'État, mais nous allons nous concentrer sur d'autres secteurs. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, comme vous l'avez si bien constaté, notre invité nous engage dans une démarche où l'État serait un État entrepreneur, un État coach qui nous introduit dans une démarche où nous apprenons à créer de la richesse, à sortir d'une civilisation de la cueillette et de la mendicité. Monsieur Seth, nous voici à la fin de notre émission. Quelle serait au cœur de ces négociations, de ces débats? Qu'est-ce que vous nous dites pour nous rassurer ou à tous les moins
éveiller notre vigilance pour qu'on se tienne prêt pour, je ne dis pas les combats, mais pour, disons, cet devoir de vigilance dans une démocratie qui se veut vraiment saine. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons face à un dilemme. Un dilemme. Un dilemme, ce n'est plus un problème malheureusement. Nous faisons face à un dilemme. C'est vrai que nous n'envisageons pas le report des élections, mais comme je l'ai dit, nous faisons face à un dilemme, donc plusieurs problèmes. Machine à voter, fichier électoral fictif et l'impératif d'avoir les élections le 23 décembre. Aucune décision en ce moment ne va satisfaire toutes les parties. Donc, peu importe la décision que nous allons prendre en ce moment, une partie ne sera pas satisfaite parce qu'on doit se le dire, l'utilisation de la machine à voter n'est pas prévue par la loi. Nous avons commencé à le dire à la CENI il y a quelques mois, mais la CENI s'obstine, elle s'entête. Et... Mais au bout du compte, faute de temps, qu'est-ce que vous préconisez pour que nous puissions sortir de la crise et quand même satisfaire les attentes de la population qui veulent l'alternance politique à travers des élections crédibles, transparentes et démocratiques? C'est à la CENI maintenant de faire le pas. En faisant quoi concrètement? Écoutez, de ne pas éviter d'abord ces débats-là juridiques. La machine à voter est illégale. Elle doit l'admettre parce que c'est la loi électorale qu'elle a élaborée elle-même, qui a été approuvée par le Parlement. La machine à voter est illégale. Si on arrive à tomber d'accord sur ces points-là, on peut envisager peut-être un consensus. Mais en attendant, les jours passent. Et comme vous le savez, il faut au moins 4 mois pour pouvoir prévoir même de façon manuelle les élections. Et il ne nous reste plus que 62 jours. Et s'il faut tenir compte de la machine à voter, pour avoir 130 000 machines à voter, ça prendra beaucoup de temps et de l'argent. Est-ce qu'on peut encore espérer aux élections au 23 décembre? Mais voterez-vous pour un candidat qui déjà à ce niveau viole les lois de la République? Non, pas. C'est les changements que nous voulons. Nous sommes dans l'illégalité sur toute la ligne. L'Assemblée nationale n'est plus... on devait avoir les élections en 2016 et nous sommes en 2018. Donc, apprenons au moins à respecter nos lois. Moi, je veux que ces lois-là soient respectées déjà à ce niveau en tant que candidat. Donc, parce que si je viole ces lois-là lois aujourd'hui, oui, que la CENI respecte les lois. Parce que moi, si j'essaie de respecter ces mêmes lois, si je commence à violer les lois aujourd'hui, demain, je n'hésiterai pas à... Et la population, quel est le message que vous leur adressez pour qu'ils se positionnent en connaissance de la situation, effectivement? Bon, la CENI s'obstine. Moi, je suis clair, hein, je suis jeune. La CENI s'obstine, je l'ai aussi dit à la presse. Espérons que jusqu'à la fin du mois, la CENI va écarter la machine à voter. Sinon, nous allons passer à des actions beaucoup plus concrètes. Hein. On n'a pas le choix, parce qu'on veut des élections et ce n'est pas une faveur, c'est notre droit. C'est un droit constitutionnel d'être dirigé par des personnes élues. Donc, nous allons, s'il le faut, passer aux actions concrètes pour que la CENI puisse respecter le peuple congolais. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous voici à la fin de notre émission Peuple Souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne. Et c'est par cette note que nous voulons conclure cette émission. La question fondamentale qui se pose dans les esprits, dans le cœur des Congolais, les élections auront-elles lieu? Monsieur Seth vient de nous clarifier de la situation et dit les élections pourraient avoir lieu si les acteurs respectent les lois. Et nous avons posé la question au cas où ils enfreindraient les lois. Sa réponse a été claire et démocratique. Nous allons entreprendre des actions concrètes. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, tous nous aimons notre pays des Congo. Prions les bons dieux pour ceux qui y croient, afin qu'ils mettent dans nos cœurs ces soucis de dialogue, d'entente pour le bien-être de la population congolaise. Évoluons toujours avec cette même perspective que ce pays nous appartient et que main dans la main, nous pouvons mieux le construire. Merci beaucoup, M. Seth, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Peuple souverain, chaque lundi à 19h et chaque jeudi à 14h sur 97.7 MHz, Radio Elikia. Contactez-nous au 081 78 77 178 081 78 77 178. peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. C'était là votre émission Peuple Souverain,
essentiellement consacré à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouya, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénis sa Yahweh, Yahweh, batelani